Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que si vous êtes confinés, vous profitez, vous prenez du temps pour vous. J'espère aussi que la lecture d'hier vous a plu. Aujourd'hui, ça va pas être pour les enfants cette fois parce que j'ai décidé de vous parler de sexualité avec un extrait d'un ouvrage que je trouve très très intéressant et qui m'a beaucoup aidé à élargir encore plus mon esprit, qui s'appelle Jouir en quête de l'orgasme féminin. C'est toujours dans la même collection, dans la même édition, La Découverte, dans laquelle je vous avais présenté le livre Sorcière qui avait également changé ma vie. Il a été réalisé celui-ci par une journaliste qui s'appelle Sarah Barmak, qui écrit extrêmement bien et qui est très ouverte d'esprit et qui nous permet encore de nous interroger sur plein de choses. Moi, j'ai été très heureuse de lire ça parce que ça rejoint encore les questionnements que je me suis posés à travers le livre que j'écris. Et il y a beaucoup de sujets du coup qui reviennent. Et les sujets que je vais vous lire ici, c'est des sujets que j'aborde aussi dans le livre que j'écris. Voilà, j'espère que cette lecture vous éclairera surtout, qu'elle vous plaira, mais surtout qu'elle vous éclairera et que peut-être elle vous donnera envie, que vous soyez un homme ou une femme, de découvrir cette œuvre et d'en savoir un peu plus sur le plaisir féminin. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Les femmes et les filles ont beaucoup à gagner à se documenter autant qu'elles le peuvent sur leur sexualité. Sur les campus d'Amérique du Nord, on observe l'émergence d'une tendance qui prône la notion de consentement affirmatif. Au-delà du non, ça veut dire non. On ajoute au corpus éducatif sexuel l'idée qu'il faille également un oui enthousiaste. Oui, ça veut dire oui, ce qui sous-entend que l'absence de oui, ça veut dire non. D'après une loi promulguée en 2014 en Californie, le consentement affirmatif, c'est un accord passé en exprimant de manière affirmative et en toute conscience sa volonté de s'engager dans une activité sexuelle. Le consentement se crie désormais haut et fort, il est enthousiaste. Une simple absence de non ne suffit plus. Née sur les campus universitaires, cette norme plurigoureuse a rapidement envahi les cours des lycées. Ce glissement social a évidemment soulevé divers débats sur la manière dont il affecte la loi. Comment les définitions légales peuvent-elles s'adapter à l'évolution des normes socioculturelles ? Mais il oblige également les écoles à repenser la manière dont elles parlent aux élèves du plaisir sexuel. Si nous considérons désormais que le consentement se fonde sur le désir et la volonté d'une femme, faut-il que l'éducation sexuelle enseigne aux femmes à dire oui de manière enthousiaste ? Les femmes ont-elles le droit d'apprendre à cultiver les aspects positifs de la sexualité et pas seulement à en empêcher les potentielles conséquences négatives, grossesse, MST et agression sexuelle ? La réponse est oui. Parce qu'on peut difficilement attendre des filles sur les campus universitaires ou ailleurs qu'elles soient capables de déterminer avec certitude et précision quand elles ont envie de sexe si on ne les encourage pas dans un premier temps à étudier ce qui les excite. En l'absence d'une connaissance nette de ce qui leur fait du bien, le comportement par défaut s'est longtemps résumé pour beaucoup de filles à simplement accepter les exigences sexuelles des garçons, déduisant de ce qu'elles vivaient et entendaient autour d'elles que le sexe, ça doit être ça. Connaître les infinies possibilités que nous offre le sexe, découvrir ce qui nous attire et quel type de toucher, de stimulation et quel degré de pression nous fait du bien, voilà des outils sans lesquels il nous est bien plus difficile de déterminer quand un geste est déplacé, trop brutal, trop rapide ou tout bonnement douloureux. Si on ne les encourage pas à explorer elles-mêmes leurs propres plaisirs et leurs fantasmes et à développer des préférences claires le plus tôt possible, disons à la préadolescence, les femmes auront bien plus de mal à déclarer haut et fort ce fameux oui. Oui, c'est de cela que j'ai envie, lors de leur première relation sexuelle. Ce consentement enthousiaste que doivent attendre désormais les personnes désireuses de s'engager dans un rapport sexuel, comme le stipulent certaines lois. Comme l'écrit la philosophe féministe Lucy Irigaray, dans sa méditation sur l'amour, être deux, oui et non, ne doivent plus être deux pôles isolés l'un de l'autre. Il faut qu'ils se rencontrent et qu'ils entrent en relation. Dans le vide créé par l'absence ou quasi-absence d'éducation sexuelle et par la réticence des parents à parler à leurs filles de quoi que ce soit d'autre que les grossesses non désirées et le viol, les jeunes femmes se tournent vers Internet pour se renseigner sur le sexe. On ne peut pas dire que le résultat soit très probant. Nous avons reçu le commentaire d'une fille de 13 ans qui disait « Le sexe, ça me fait peur. J'ai vu une vidéo de sexe sur le téléphone d'un garçon à l'école et je ne savais pas que dans le sexe, il faut que la femme elle pleure et elle est mal. J'en pleure presque tous les soirs depuis. » Ce sont les mots de Laura Bates, fondatrice du projet Everyday Sexism, sexisme de tous les jours, dans une interview réalisée en 2016 par le journal britannique The Independent. Son blog fonctionne sur le principe suivant. Des femmes lui envoient leurs témoignages sur les discriminations, le sexisme et le harcèlement qu'elles subissent, afin de les voir publiés sur Internet de manière anonyme. Cette adolescente a été traumatisée par les contenus vidéo que ses amis consomment et dans lesquels elle s'est retrouvée immergée.
Sa propre sexualité à peine naissante en est ressortie broyée. Le porno donne aux garçons et aux filles une version déformée de ce qu'est le sexe. L'étranglement, les claques et la coercition y sont monnaie courante, ce qui n'est pas le cas des câlins, de la tendresse, des massages du corps entier, des préliminaires, des caresses clitoridiennes et des cunnilingus assez longs pour produire un orgasme. Une autre pratique très répandue dans le porno, c'est la sodomie. Un sondage sur les comportements sexuels mené par le Centre pour la promotion de la santé sexuelle de l'Université de l'Indiana a révélé que pour 70% des femmes, les relations sexuelles comprenant un rapport anal sont douloureuses. Pourtant, le sexe anal peut se révéler agréable pour les hommes comme pour les femmes s'il est pratiqué lentement et en toute sécurité, avec beaucoup de communication et encore plus de lubrifiant. Mais ce n'est pas le genre d'information que l'on trouve dans un boulard de base. L'une des astuces employées dans le porno consiste à cacher hors caméra du lubrifiant dans le vagin ou l'anus de la personne recevant la sodomie. Ainsi, l'apport du lubrifiant n'interrompt pas l'action et la séquence n'aura pas l'air mise en scène. Les hommes n'aimant pas qu'on leur rappelle que ce qu'ils regardent, c'est du cinéma. Ces vidéos donnent à croire que les pratiques sexuelles brutales ne nécessitent pas de lubrifiant. Or, dans le cas des rapports anaux, une trop petite quantité de lubrifiant peut donner lieu à des déchirures et à des saignements. Pendant ce temps, beaucoup de femmes se voient reprocher par leur partenaire le fait qu'elles ne prennent pas de plaisir à la sodomie et qu'elles n'arrivent pas à se détendre suffisamment pour l'apprécier à sa juste valeur. Si les stars du porno aiment ça, pourquoi pas elles ? Un sondage mené au Royaume-Uni sur des étudiants nous apprend que 60% d'entre eux regardent des vidéos à caractère pornographique aussi pour se renseigner sur le sexe, d'après Peggy Orenstein. Dans son livre Girl and Sex, une étude américaine, elle appelle courageusement la société américaine à faire preuve de plus d'ouverture d'esprit dans les messages que l'on transmet aux filles sur le sexe et dans les faits qu'on leur rapporte. Pour elle, la réponse appropriée n'est pas une guerre contre le porno, qui de toute façon serait vouée à l'échec, mais la mise en place d'initiatives pour le contrebalancer et rééquilibrer le débat en s'appuyant sur des canaux de communication institutionnels et sûrs. Dans son texte poignant, elle plaide pour que l'éducation sexuelle accorde davantage d'importance au plaisir féminin et à la connaissance de soi par l'exploration, ainsi qu'aux relations homosexuelles qui sont elles aussi très marginalisées à l'heure qu'il est. Trop de programmes d'éducation sexuelle ont tendance à poser l'érection comme élément central du rapport sexuel tout en proposant des schémas censés représenter les parties génitales des femmes qui ne font même pas mention du clitoris. Les garçons ont des envies de sexe, les filles ont des envies de bébé. Il faut une meilleure éducation sexuelle, c'est un besoin. Une étude de 2005 menée sur des étudiants de premier cycle par Lisa D. Wade à l'Occidental College a révélé que pour découvrir l'emplacement du clitoris, les femmes consultent rarement la source de connaissances la plus fiable, leur propre corps, et que tous les étudiants, hommes et femmes confondus, voient le plaisir des femmes comme secondaire par rapport à celui des hommes. Le fait que les filles aient vraiment besoin de développer leurs connaissances en matière de sexe alors qu'elles parlent de sexe très ouvertement et traînent sur Tinder semble difficile à croire, mais ce n'est pas parce qu'on est à l'aise par rapport au sexe qu'on l'est par rapport à son propre plaisir. Un été, j'ai rencontré une jeune femme lors d'une garden party organisée un midi par une amie. Elle était effrontée, extravertie et pétrie de conviction. Lorsque je lui ai parlé du livre que j'étais en train d'écrire, elle m'a révélé qu'en parallèle de ses études de comptabilité, elle vendait des services sexuels. Elle a accepté de me laisser l'interviewer sous condition d'anonymat. Nous nous sommes retrouvés quelques semaines plus tard dans la cour intérieure d'un café de Toronto dans le quartier de Cabbagetown. Elle m'a parlé de sa vie et de son travail. Elle était intelligente, pleine d'humour et indépendante. Elle paraissait également la personne la plus sexuellement décomplexée de la Terre. Pendant notre entretien, elle a reçu un coup de fil d'un client qui voulait la voir 1 heure plus tard. « J'ai besoin d'un verre d'eau », a-t-elle lancé d'un ton jovial après avoir accroché. Elle est allée demander une pinte d'eau plate, puis s'est mise à la boire en m'expliquant que ce qu'aimait ce monsieur, c'était qu'on lui pisse dessus. Il fallait donc qu'elle s'assure que sa vessie soit assez pleine pour qu'elle lui en mette partout. Et pourtant, malgré sa décontraction apparente, un acte sexuel la culpabilisait. La masturbation. Les parties génitales de ses clients ne la gênaient absolument pas, mais ses siennes lui semblaient repoussantes. Pendant les rapports, le plaisir qu'elle prenait était minime et les orgasmes rares. Parfois, elle simulait pour les clients qui souhaitaient qu'elle jouisse. Si vous êtes tenté d'en conclure qu'il est impossible d'avoir un rapport sain à son corps lorsqu'on est une travailleuse du sexe, laissez-moi une fois encore vous présenter quelqu'un, Robin Wade. Elle aussi, âgée d'une 30aine d'années et basée à Toronto, Wade est une travailleuse du sexe d'un genre bien particulier. Elle aussi a accepté de prendre un café avant moi en 2015. Il faisait beau et elle portait une longue jupe confortable et des Doc Martens. Originaire de North Bay dans l'Ontario, elle étudiait la littérature anglaise et les théories queer à la Western University lorsqu'elle s'est lancée dans l'escorting pour arrondir ses fins de mois juste avant de soutenir son mémoire de master. Elle raconte qu'elle appréhendait un peu cette situation et que pour se rassurer, elle a décidé d'adopter une approche universitaire de cette activité en l'étudiant. Une fois qu'elle a trouvé une agence qui lui plaisait, elle a commencé à rencontrer des clients pour environ $300 de l'heure.
Ce n'était pas ce qu'on fantasme sur ce métier. On n'allait pas à l'opéra, dit-elle en souriant. Mais ça allait. Rapidement, elle s'est rendue compte que certains clients vendaient plus que du sexe. Ils recherchaient de la compassion, voulaient plus que du sexe. J'ai toujours été ce genre de personne. Je m'assois dans un bar et les gens viennent me parler. Certaines personnes vont chez le psy, d'autres se paient les services d'une escorte. Un homme lui a révélé qu'il avait été agressé sexuellement. Un autre avait des problèmes avec son père. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité que le sexe induit, qui semblait les aider à renouer avec leurs émotions. En 2011, Wed a commencé à réfléchir à un nouveau type de service. Elle a démissionné de son agence pour se mettre à son compte. Elle propose des massages érotiques et thérapeutiques aux femmes et aux hommes. Certains clients viennent la voir chaque semaine. La décharge sexuelle s'inscrit dans un lâcher-prise plus général et thérapeutique qui passe par l'abandon de croyances qui nous limitent et par l'accueil confiant de changements de vie majeurs. J'utilise mon corps pour lire le leur, résume-t-elle. Elle hésite à décrire son travail comme relevant d'une pratique tantrique, car ce serait peut-être selon elle une forme d'appropriation culturelle. Mais les femmes qui viennent la voir ont souvent des orgasmes plus longs que d'ordinaire. Et je le fais même pas exprès, s'amuse-t-elle. Je pense que Marvin Gaye n'aurait pas renié ce type de travail comme relevant du sexual healing, la guérison par le sexe, ce phénomène qu'il décrit avec sensualité dans la chanson du même nom. Elle explique que son métier n'a pas eu d'effet néfaste sur sa propre vie sexuelle ou sur son épanouissement dans ses relations amoureuses. Beaucoup de travailleuses du sexe au profil plus classique font appel à ses services. Elles viennent la voir pour résoudre certaines problématiques émotionnelles qui peuvent émerger pendant leurs heures de travail. Je n'essaie pas de faire le trait entre le bon et le mauvais travail du sexe. Il n'y a rien de mal au travail du sexe dès lors qu'il est librement choisi et que les personnes qui empruntent cette voie sont protégées par des lois. Au passage, il me semble important de préciser que la possibilité de proposer des services sexuels respectables, de qualité prétendument supérieure, avec une approche holistique de son métier, est principalement réservée aux personnes blanches et cisgenres. En sont généralement exclues les personnes racisées, les personnes de classe sociale inférieure et les personnes transgenres. Cependant, si je prends le temps de décrire la pratique innovante de Red, c'est pour vous donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler le monde dans un futur proche où le sexe ne serait plus stigmatisé, mais vu comme un élément clé de la santé humaine, où le travail du sexe serait perçu comme n'importe quel autre travail autour du corps, où les gens esseulés, qui vont chercher un peu de chaleur humaine, n'auraient pas honte de le faire, où la guérison par le sexe serait accessible aux personnes célibataires. Red explique que ce futur-là, ses clients l'appellent de leur vœu. Voilà. Donc j'espère que cet extrait vous a plu et vous a donné envie d'en découvrir plus, surtout sur cette manière de penser et sur la manière dont il faudrait expliquer le sexe à l'école, dans les institutions, etc. Ça aborde aussi bien le consentement que le plaisir, que la masturbation, qui je pense sont des sujets primordiaux aujourd'hui dont on doit parler et dont il faut plus parler si on veut que les choses se passent mieux et que les femmes mettent moins de temps avant de pouvoir prendre du plaisir véritablement. Parce que c'est quand même un problème dans notre société, ça met un temps fou parce que les femmes elles doivent se défaire d'injonctions de la part de la société avant de pouvoir penser à leur propre plaisir. Et il serait peut-être temps qu'on se défasse de ça, maintenant qu'on est quand même en 2020. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus, ça vaut le coup, c'est intéressant, ça vous ouvrira encore plus l'esprit et c'est important. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve demain, j'espère que tout va bien pour vous, je vous embrasse.